Je vais maintenant vous parler de Ghost in the Shell, sorti le 18 novembre 1995. Cet incontournable film a été réalisé par Mamoru Oshii d'après le manga de Masanum Shiro. Ce dernier a laissé carte blanche au réalisateur qui en a fait plus un film d'Oshii que du Shiro. Le film semble proposer une ambiance très proche de Patla Border du même réalisateur, avec aussi notamment le même compositeur, Kenji Kawai, mais en plus cyberpunk. Ce film a été une forte source d'inspiration visuelle pour le film américain Matrix. Le manga est une suite de plusieurs histoires indépendantes à propos de la section 9, une force antiterroriste japonaise indépendante composée de personnes cyber-augmentées, dont plusieurs, notamment l'héroïne, le major Matoko Kusanagi, sont presque entièrement des cyborgs. Seuls les derniers chapitres du manga sont liés entre eux, où il sera question du Puppet Master, semble-t-il un talentueux hacker de cerveau. Le film adapte cette dernière intrigue principale en y intégrant, d'une manière ou d'une autre, des scènes provenant de tous les chapitres précédents. Mais cela est fait à la sauce de Oshii. Si les deux versions sont complexes et recherchées, le manga est plus de par la construction de son univers accordant beaucoup d'importance à la dimension politique et aussi aux divers détails vu la propension maladive de son auteur à vouloir approfondir tous les détails se basant sur diverses découvertes scientifiques, réflexions sociales et philosophiques ou technologies réelles, tandis que le film, plutôt que de présenter 1 million de faits et théories, nous plonge dans une ambiance travaillée, poussant à la réflexion avec une certaine lenteur et pas mal de temps mort. Ce qui n'empêche pas l'animé d'avoir par moments de l'action spectaculaire. Autre différence notable, le manga fait preuve de beaucoup d'humour, ce qui n'est clairement pas le cas du film. L'esthétique est assez différente aussi, mais bon, le manga avait déjà quelques années à ce moment-là. Mamoru Oshii va réaliser quelques années plus tard une suite dont il a coécrit le scénario avec Masanum Shiro, Ghost in the Shell 2, Innocence, sorti le 6 mars 2004. Le film Innocence est très triste. En effet, celui qui connaît le réalisateur est atterré de voir ce qu'il devient. Alors qu'avec ses films précédents, en particulier le premier Ghost in the Shell, nous avions l'impression de voir émerger un auteur d'un monde très commercial, on peut maintenant avoir l'impression qu'il cherche à profiter commercialement de sa griffe en versant dans l'excès une profondeur uniquement apparente et une bonne dose d'auto-ironie. On reconnaît abondamment son style en voyant Innocence. Le rythme lent, les plans contemplatifs, l'atmosphère, le propos, ses figures habituelles. Mais ces habitudes y sont de manière tellement poussée qu'elles ne veulent plus rien dire. On peut même s'amuser à compter le nombre de fois que des bassets apparaissent dans le film, anciennement figure fréquente du réalisateur, maintenant personnage à part entière. On se perd tellement dans les dédales d'une complexification forcée du scénario et des encore plus nombreuses phrases supposées signifiantes qu'à l'habitude que cela ne veut plus vraiment rien dire. Cela n'a rien d'étonnant, après tout le film se concentre sur celui qui était presque un faire-valoir dans le film précédent, accompagné du presque clown de service, si le premier film avait été une comédie. Oshii se moque de lui-même, comme le prouvent les nombreuses blagues qui n'apportent finalement pas grand-chose, sinon de la publicité ou un bol d'air frais, avant de replonger dans les détails infinis du cafouillage que l'on peut qualifier de scénario. Alors qu'autrefois elle utilisait les marionnettes que sont les cyborgs pour dialoguer sur l'humanité, maintenant elles font 3 petits tours et puis s'en vont.
La brève apparition du Major, héroïne du premier film, qui existe encore partiellement à travers une entité du cyberespace malgré sa destruction, en est le parfait exemple. Le sujet n'est plus approfondi que par de nombreuses phrases vagues lancées dans les airs. À un moment, on nous montre à plusieurs reprises les mêmes événements dans un instant de grande folie expliqué par le hacking du ghost du personnage. Hoshi aurait pu aller à fond dans la folie comme un Satoshi Kon dans Perfect Blue, mais il préfère simplement jouer un peu avec sa scène. Tout le film est comme cette scène. Hoshi répète ses figures et procédés habituels sans arrêt vers l'infini, à l'excès. Il prend les spectateurs comme ses propres marionnettes qu'il croit amuser ainsi. Les effets visuels sont bien à la pointe de la technologie, comme dans Avalon et le premier Ghost in the Shell. Il y a un peu d'action, un peu d'humour, on peut y prendre un certain plaisir, surtout si on aime se prendre la tête, comme c'est fréquemment le cas dans le monde des mangas et des animés, en particulier chez Oshii et Masanum Shiro. En voyant la conception des plans, on se dirait parfois dans un jeu vidéo, avec la provision des effets graphiques, le type de design d'action et surtout la vision de bateau. Mais on ne retrouve pas l'âme qui nous avait captivés dans Patlabor 2 et Ghost in the Shell. Cette évolution pouvait être prévisible quand on sait qu'entre les deux Ghost in the Shell, Oshii a produit un film purement commercial, Blood the Last Vampire, qu'il a réalisé une bizarrerie qui a dû coûter beaucoup d'argent à Avalon, et les films commerciaux inspirés de son style, Matrix et surtout WXII, W13, Patlabor 3, mais elle reste triste. Sanctuary, célèbre OAV adapté du manga de Sho Fumimura et Ryoichi Ikegami, sorti le 1er mai 1996, que je n'ai pas vu. X 1999, célèbre film réalisé par Rintaro d'après le manga X de Clamp, sorti le 3 août 1996, que je n'ai hélas pas encore vu. Puni Puni Poemi est un OAV spin-off d'Excel Saga par le même réalisateur, Shinichi Watanabe, en 2 épisodes, sortis les 7 mars et 19 décembre 2001, à propos d'une fillette parlant encore plus vite qu'Axel, rêvant de devenir doubleuse. Mais après avoir attrapé un poisson qui parle pour en faire une baguette, elle peut se transformer en Magical Girl, et s'en suivra un tas de trucs absurdes et de destruction avec un grand nombre de personnages féminins. C'est complètement débile et c'est pour ça que c'est drôle. ROD, Red or Die, est une série de 3 OAV sortie entre le 23 mai 2001 et le 6 février 2002, adaptée de la série de romans illustrés de Hideyuki Karata, qui sera suivie de la série télé ROD de TV, en 26 épisodes, sortis du 1er octobre 2003 au 16 mars 2004. C'est bien connu, j'ai pas vu, ce serait de l'action avec des personnages féminins. Metropolis est un film incontournable réalisé par Rintaro sur un scénario de Katsuhiro Otomo, adapté pas très fidèlement du manga de Osamu Tezuka, inspiré par le film de Fritz Lang, ou plus précisément par l'affiche du film, sorti le 26 mai 2001. Si le film n'est pas vraiment fidèle à ce manga des débuts de la carrière de Tezuka, il est assez fidèle au style de Tezuka avec une esthétique très rétro, mais très bien fait avec une animation et des couleurs magnifiques, accompagnées par une excellente musique jazz. Un détective vient avec son neveu enquêter dans la ville futuriste de Metropolis, et son neveu va rencontrer une fille amnésique qui serait en fait, sans le savoir, un robot et va essayer d'être son ami. Cet extraordinaire animé explore tout un tas de sujets sérieux avec certains moments graves, mais c'est resté en général plutôt amusant et positif. Magouille politique, complot, savants fous, robots, affrontements de société, destruction, sentiments. À voir absolument. Dead Leaves
est un OAV complètement fou du futur réalisateur de Gurren Lagann, Panty and Stocking et Kill la Kill, Hiroyuki Imaishi, sorti le 17 janvier 2004. C'est un dessin animé excessif, au style visuel unique et à l'animation frénétique, qui met en scène deux personnages qui se retrouvent nus sur la terre et sont jetés en prison, où ils ne seront pas nécessairement des mieux traités, et vont éventuellement s'évader. Cet animé taré présage le style des œuvres ultérieures de l'auteur, ici un peu brouillon et très vulgaire, mais cela n'empêche nullement cet OAV d'être hilarant et ultra divertissant. Steam Boy est sorti le 17 juillet 2004. Un film que l'on doit à Katsuhiro Otomo, auteur d'Akira, sur lequel il a travaillé pendant plusieurs années. Ce film semble critiqué par beaucoup de gens déçus, s'attendant sans doute à un autre Akira. Mais justement, Katsuhiro Otomo n'est pas que le créateur d'Akira. Il suffit de regarder sa bibliographie et sa filmographie pour voir que son œuvre est assez diversifiée. Ce film est clairement plus au niveau de l'aventure pour la jeunesse, pas de par son style, mais de par son ton. Ce film me fait pas mal penser au Château dans le ciel de Hayao Miyazaki. On pourrait sans doute aussi le rapprocher d'un Metropolis, même si c'est moins ça. Steam Boy est un film steampunk, au visuel très travaillé. Le personnage principal est le fils et petit-fils d'inventeurs qui, après avoir découvert une grande source de puissance en vapeur, vont vouloir l'exploiter différemment. Leur découverte se retrouvera entre les mains du héros qui va la défendre au risque de sa vie et va éventuellement, au cours de l'histoire, l'utiliser pour s'en faire un genre de réacteur à la Rocketeer. Au cours de l'aventure, il fera la rencontre de la fille d'un riche vendeur d'armes et ceux-ci vont devenir un peu amis en quelque sorte. Un excellent divertissement. Redline est un film réalisé par Takeshi Koike, sorti le 9 octobre 2010. Les fous du studio Madhouse vont faire ce film de course de hovercar complètement dingue avec une animation de malade et un style visuel complètement cinglé. C'est très cool. Si jamais vous avez vu un épisode de la série télé F-Zero, enlevez ça de votre cerveau, voyez ce film et faites-en l'adaptation animée de F-Zero dans votre esprit. Certains vont trouver que ce film souffre un peu de longueur. Après une course géniale au début du film, il faut attendre environ la moitié du film pour voir une autre course qui occupe tout de même près de la moitié du film. Et si cette première partie n'est excessivement pas une course frénétique, cela ne me semble pas rendre le film mauvais, ça reste stylé et ça permet de poser les personnages. Et la seconde moitié est tellement bandante, même pour moi qui n'ai jamais été un amateur de course automobile. C'est fucking bon.